Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. L'éducation physique et sportive est-elle la grande oubliée de l'éducation nationale? La sonnette d'alarme est tirée de plus en plus régulièrement, notamment au regard des enjeux sanitaires pour les élèves. On va en parler dès le début de cette émission avec nos invités. Appréhender une scolarité alors qu'on est atteint de TDAH, c'est le sujet de l'ouvrage de La tête dans les nuages, inspiré d'un vécu. On en parle dans la seconde partie de cette émission avec l'autrice et la dessinatrice. Dans sa chronique, Louisa Garotière nous emmène en Serbie où la jeunesse se dresse contre le capitalisme. Mais avant ça, place à l'actualité de l'éducation avec Louisa. Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On débute ce journal avec l'ouverture du procès de l'ex-chirurgien Joël Le Squarnec, accusé de viol et agression sur près de 300 patients. Si je comparais devant vous, c'est qu'effectivement un jour, alors que pour la plupart ce n'étaient que des enfants, j'ai commis des actes odieux. Voici ce qu'a déclaré Joël Le Squarnec devant la cour. L'homme de 74 ans avait déjà été condamné à 15 ans de prison en 2020 pour viols et agressions sexuelles sur ses deux nièces et une petite voisine. Mais l'histoire continue. Hier, dans le Morbihan, c'était le début d'un nouveau procès de l'ex-chirurgien qui, durant près de 30 ans, aurait commis des agressions sur de jeunes patients âgés de 11 ans en moyenne durant leur sommeil. Aujourd'hui, le procès continue. Sa femme et ses enfants ont témoigné afin de répondre à la question suivante. Avait-il connaissance des actes du chirurgien? Nombre de victimes, viols, agressions sexuelles, aspects hors normes. Ce procès semble nous rappeler celui des viols de Mazan. Voici ce que disait maître Marie Grimaud, représentante de 39 parties civiles, au micro d'Hélène Philly ce matin sur France Inter. Mais à l'époque, si le travail d'enquête avait été au-delà de ce qu'avait fourni le FBI, on aurait pu tout arrêter. Tout arrêter. Et donc découvrir des enfants bien moins âgés dans leur vie d'adulte, donc moins avec un parcours chaotique, la justice aurait pu tout arrêter. Il faut que ce soit un débat de société aujourd'hui, au même titre que le procès des viols de Mazan il y a quelques semaines et dont on va... Il faut entendre que des Joël Le Squarnec, il en existe des dizaines et des centaines sur notre territoire. Et si l'ancien chirurgien encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, le verdict est attendu pour le 6 juin prochain. On suit cette affaire de très près, bien évidemment, sur le Grand JT. Direction la Moselle, à présent, une association accompagne des familles dans la protection de leurs enfants. L'association Moselane d'action éducative et sociale en milieu ouvert près de Metz a pour mission de suivre les enfants en danger et d'accompagner ceux qui ont commis un délit. Pour Sophie Maurice Pluchon, directrice de l'association, je cite, « On ne naît pas parent, on le devient, il n'y a pas de parents parfait et pas d'enfant parfait non plus. » Alors, parmi les combats de la directrice, le harcèlement est en haut de la liste. On l'écoute au micro de Laetitia Gaillet. Le harcèlement, il n'est pas que scolaire. Le harcèlement, il est partout. Il peut être dans un club de sport, dans le bus. Pour moi, le harcèlement n'est pas qu'une question de l'éducation nationale. Il doit être traité en transversalité et notamment au niveau de la protection de l'enfance. On doit prévenir et accompagner les parents sur le risque de harcèlement. Je vois bien aussi que les parents sont dépassés parce que, je dis toujours, on a donné les outils sans la fiche de méthodologie. J'ai eu aussi une famille qui était venue me rencontrer parce qu'il y avait eu un signalement. Leur fille avait été prise en vidéo dans les toilettes du collège. La maman m'a dit, vous savez, on va partir. Et là, le père m'a regardé et il disait, mais même si on part à l'autre bout du monde, ça s'effacera jamais parce que tout le monde a vu. Voilà, ça m'a touchée aussi parce que je me suis dit, cette famille-là, pour la réparer, il va falloir du temps. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette association, vous pouvez vous rendre sur le site www.aaesemo.net. Pour continuer sur la question du harcèlement scolaire, on se rend à Saint-Pierre-et-Miquelon où on s'est tenu la première journée de formation pour les élèves ambassadeurs anti-harcèlement. Et le constat est alarmant, c'est 1 élève sur 10 en France qui est victime de harcèlement scolaire. Alors le gouvernement a mis en place un plan national de prévention, celui des ambassadeurs contre le harcèlement scolaire. Ainsi, collégiens et lycéens volontaires peuvent devenir des ambassadeurs anti-harcèlement afin d'accompagner les élèves, observer les comportements inappropriés ou devenir une oreille attentive. La semaine dernière, c'était la première journée de formation pour 15 élèves du lycée Émile Le Tournel à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Je souhaite aider les personnes qui vivent du harcèlement ou l'ont vécu pour ne plus avoir peur d'aller à l'école et ne plus avoir cette phobie et lutter contre ça. Voici ce que disait Lou, élève au sein de l'établissement Émile Le Tournel. Et rappelons que depuis 2022, le harcèlement scolaire est puni par la loi et peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et à Arles, 2 écoles ont été saccagées ce week-end, des actes jugés inacceptables par le maire de la ville. Oui, ce week-end, 2 écoles ont été vandalisées. Patrick de Carolis, le maire de la ville, a posté les images des dégâts sur sa page Facebook. Il ajoutait, je cite, « Ces actes sont totalement inacceptables et je les condamne avec la plus grande fermeté, d'autant qu'ils visent des lieux qui devraient être sanctuarisés pour nos enfants. » Alors, si les élèves ont pu réintégrer leur école sans encombre lundi matin, le maire s'indigne et précise sur sa page Facebook, je cite, « Cet incident met une nouvelle fois en lumière l'urgence et la nécessité de mettre en place le plan de mise en sécurité de nos écoles que j'avais annoncé dès le mois de décembre. Ce plan sera adopté lors du prochain conseil municipal de mars qui est dédié au budget avec une somme de plus de 400 000 € consacrée à la protection de nos établissements scolaires. » Voici ce que disait le maire. Affaire à suivre donc. On termine ce journal à Caen avec la 21e édition de l'hôpital des nounours où les enfants deviennent chirurgiens le temps d'une journée. Oui, c'est du 24 au 28 février que les étudiants en médecine de l'université de Caen accueillent des enfants de 4 à 7 ans afin de lever les appréhensions face aux blouses blanches. Alors pour l'événement, un hôpital a été reconstitué au sein de l'université. Les enfants pourront faire passer une visite médicale à leur doudou. Alors au programme, salle d'opération immersive, radio, piqûres, soins. L'objectif sera de rassurer les enfants face à l'univers médical grâce aux nounoursologues qui sont les 230 étudiants de l'université qui pourront eux aussi se familiariser aux questions de leurs futurs patients. Alors l'événement aura lieu du 24 au 28 février à l'auditorium du pôle des formations et de recherche en santé de l'université de Caen et les inscriptions sont ouvertes. Merci beaucoup Louisa pour ce journal. 2 heures de sport supplémentaires en plus du dispositif déjà mis en place. C'était la recommandation de l'éducation nationale dont la généralisation a été abandonnée sauf en REP et REP+. Alors pourquoi l'éducation physique et sportive est-elle encore trop souvent la variable d'ajustement des établissements? À quels enjeux santé publique répond-elle? On en parle avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir en plateau Véronique Moreira. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes présidente de l'USEP, l'Union sportive de l'enseignement du premier degré. Merci d'être là. Également Maxime Scotty est avec nous par Skype. Bonjour Maxime. Bonjour. Vous allez bien? Ouais, ça va, merci. Merci. Vous êtes professeur d'éducation physique et sportive dans un collège de région parisienne. L'année 2024 a été marquée, comme vous le savez, par les Jeux olympiques et paralympiques. Si l'événement aura mis la pratique du physique et sportif des jeunes, donc du sport de manière générale, au centre des préoccupations politiques, qu'en est-il aujourd'hui? On se pose la question ensemble. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu un boom des JO dans l'organisation des temps dédiés à l'éducation physique de manière générale, à la fois dans les familles et à l'école? C'est la question que je vous pose, Véronique Moreira. Alors, il y a eu un boom au moment des Jeux olympiques et paralympiques. Il y a une émulation, en tous les cas, de la part des enseignants, de la part des familles aussi, sur la pratique d'activités physiques et sportives. Mais on ne peut pas dire qu'il y ait eu vraiment un changement radical et une augmentation de la pratique de façon régulière dans les écoles. Des sports méconnus d'un coup qui sont devenus assez populaires dans les familles, peut-être davantage d'inscriptions, davantage de licences. Alors, l'héritage, en fait, ce qui a été positif, c'est par exemple l'acculturation au paralympisme. C'était quelque chose qui était quand même assez confidentiel. Et avec ces Jeux olympiques et paralympiques, les activités paralympiques sont rentrées dans l'école, les enfants ont été sensibilisés et les enfants, en assistant aux Jeux paralympiques, ont pris conscience que, en situation de handicap, on peut très bien faire du sport. Donc, il y a eu une vraie acculturation du paralympisme, ça c'est sûr. Votre avis sur la question, Maxime Scotty? Cette question-là, elle renvoie à la publicité qui avait été faite au début sur l'héritage, où on avait vanté l'héritage des Jeux Olympiques. Donc oui, il y a eu un boom au moment des Jeux Olympiques. Après, se pose aujourd'hui la question de l'héritage, où même s'il y a eu une modification
des pratiques, une prise de conscience sur le paralympisme. Après, faut pas se leurrer. Dans le quotidien, tout le monde reprend un peu le cours des choses. Et si l'héritage n'est pas travaillé au quotidien, n'est pas suivi, après post-Jeux Olympiques, faut pas s'étonner que les pratiques ne changent pas. Et aujourd'hui, on le voit bien, la question d'héritage, le monde sportif se bat pour qu'elle continue à perdurer, mais dans les faits, c'est très peu suivi politiquement. Mais on peut aussi se poser la question d'aujourd'hui, politiquement, quelle est la priorité? Et donc là-dedans, chacun va prêcher pour sa paroisse, mais aujourd'hui, factuellement, l'héritage n'est plus travaillé. En tout cas, c'est ce que moi j'observe. Bien sûr que nous, chez School TV, ici en particulier, forcément, on parle de ce qui se passe dans l'éducation de manière générale, mais c'est vrai que c'est une question de culture aussi, culture française. D'après une étude de l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, en 2022, certes c'était il y a 3 ans, mais ça reste toujours valable, au sein des 25 pays les plus riches du monde, la France occupe le 22e rang en matière d'activité physique. Oui, c'est sûr. Et pourtant, dans les programmes de l'école, l'EPS est la 3e discipline en volume horaire. Donc, elle est valorisée. Mais dans les faits, en France, notre culture, c'est les disciplines académiques, c'est les maths, le français. Donc, il y a une pression très forte sur les enseignants à dire les enfants doivent lire, écrire, compter, comme si c'était le seul objectif de l'école. Et la place du corps à l'école est finalement mise de côté. Elle est la variable d'ajustement. Donc, c'est ça qu'il faut faire changer. C'est rendre à l'école, rendre le projet sportif de l'école quelque chose de vraiment incontournable et à la hauteur de l'enjeu de santé publique. Et complémentaire, parce qu'on sait très bien qu'effectivement, un enfant en bonne santé, c'est un enfant qui est bien plus capable, effectivement, d'apprendre dans de meilleures conditions. Oui, alors ça, toutes les études, et des études, il y en a eu, toutes les études concordent à dire que l'activité physique et sportive, c'est vraiment une façon de pouvoir se développer en harmonie et ça contribue à la réussite scolaire. Donc on est sûr de ça. Maintenant, dans les faits, il n'y a pas assez de pratiques d'activité physique et sportive dans les écoles. Alors, c'est dû au déficit de la formation des enseignants qui n'ont pas de formation en matière de PS. C'est dû au fait que le sport scolaire n'est pas assez développé. Et c'est en ça aussi qu'on est déçu de cet héritage parce qu'on aurait pu décider de mettre une association sportive scolaire dans chaque école, par exemple. Et puis, de développer le projet sportif de l'école, ça passe par un accompagnement de proximité. Donc, il faudrait qu'il y ait un enseignant qui soit référent de ce projet sportif et qui dynamise l'ensemble de l'école autour de ce projet sportif. C'est vrai que dynamiser effectivement cette matière proprement dite, mais qui est aussi simplement le corps et l'esprit. C'est une complémentaire. Maxime Scotty, on en a parlé souvent ici ensemble sur le Grand JT. Est-ce qu'on peut dire encore et toujours, malgré les JO, malgré toutes les Coupes du Monde qu'on a vues et l'engouement des Français pour plein de sports comme le foot ou d'autres, le tennis, le Tour de France, n'en parlons pas, qui est quand même un des événements les plus populaires français, ça reste quand même la matière, en gros, du temps perdu, le PS. On va faire des tours de terrain et basta. Ouais, alors j'aimais bien ce que disait Véronique avant sur la place du corps à l'école, parce qu'en fait, elle n'est pas réservée qu'aux profs de PS, mais si chaque acteur donnait de l'importance à la place du corps, que ce soit en maths, en français, etc., alors collectivement, on pourrait comprendre tous ensemble que l'EPS n'est pas un temps perdu. Justement, l'EPS est un moment où on construit des pouvoirs moteurs, mais qui s'intègre dans un enseignement du corps que les élèves vivraient en maths, en français, etc., parce que on comprendrait l'élève dans sa totalité. Et l'EPS serait ce moment-là où on cultiverait les élèves à la culture sportive, où on augmenterait leur pouvoir moteur. Donc oui, on est toujours dans une école qui scinde l'élève en deux. J'ai l'élève qui, en maths, en français, fait marcher son cerveau. Et quand il est en EPS, finalement, ça va être un défouloir du corps, alors que on est tous là pour construire un être total, par son corps, par son esprit et par la jonction des deux. Et c'est collectivement, tous ensemble, toutes disciplines confondues, qu'on devrait se battre pour que l'EPS soit développé. On a des exemples, Maxime Scotty, à l'étranger, notamment en Europe, de pays qui vivent justement l'association des deux, par exemple les maths et la gym ou l'éducation physique et sportive de manière générale? Alors moi, je n'ai pas d'exemple, je ne m'y connais pas assez. Par contre, quand on regarde l'étude de l'ADEPE en 2023, on voit bien que la France fait partie des pays européens qui consacrent le plus de temps à l'éducation physique et sportive à l'école. Donc en fait, il faut sortir de ces grands chiffres, de ces grandes
de ces grands discours politiques, etc. Mais il va falloir réfléchir collectivement à qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Parce que si on est le pays européen, l'un des pays européens qui met le plus de temps d'EPS en place dans ses programmes, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Et pourquoi il y a, nous, encore cette distinction entre les deux? Donc je ne sais pas, moi, vraiment dans les pays européens, s'il y en a qui, au-delà des chiffres qui pourront avancer, s'il y en a qui arrivent vraiment à faire cette jonction entre le corps et l'esprit. Mais je pense que c'est pas que le cas de la France, hein, ça m'étonnerait. Mais en tout cas, il y a un effort collectif à faire autour de ça. L'un des pays qui consacre le plus de temps, effectivement, mais on l'a vu, même la fameuse demi-heure par jour, elle n'était pas respectée. Donc, quid du temps, en fait? Et c'est bien le problème, c'est qu'on a eu cette annonce qui devait être justement une annonce d'héritage des 30 minutes d'activité physique quotidienne à l'école. Mais quand on a fait cette annonce, on n'a pas donné les conditions. On n'a pas dit aux enseignants, vous allez le faire à tel moment, vous allez le faire à tel endroit, vous allez le faire avec telle personne. On n'a donné aucune condition et on les a laissés se débrouiller avec ça. Et il y a eu en plus une confusion entre qu'est-ce que ça veut dire 30 minutes d'activité physique quotidienne, est-ce qu'on se met à bouger et on fait la gymnastique à la suédoise, lever les bras, baisser les bras, et ça c'est pas de l'EPS, parce que l'EPS, c'est ce que disait Maxime, c'est créer, développer des compétences motrices qui vont servir aux enfants et qui vont leur servir après à s'insérer dans un club sportif, à savoir faire du handball, de l'escrime et tout ce dont on a besoin, la culture sportive qu'on a besoin de développer au niveau des enfants. Donc ces 30 minutes, on ne peut pas être contre ces 30 minutes parce qu'elles luttent contre la sédentarité. Et c'est bien de faire bouger les enfants à l'école un maximum et il ne faut pas les laisser assis des heures et des heures, mais ça ne remplace pas l'EPS et il faut les deux. C'est-à-dire qu'il faut les programmes d'EPS qui permettent de développer des compétences motrices et 30 minutes d'activité physique quotidienne qui font bouger les enfants quand ils sont en récréation, quand ils sont en interclasse, etc. Mais alors, il y a eu un projet, effectivement, qui s'appelait le dispositif 2 heures de sport supplémentaire, 2HSC, voilà comment ça a été surnommé, effectivement, au collège, et ça a été abandonné cet hiver, à part pour les réseaux d'éducation prioritaires. Alors, c'est vrai que l'argument avancé, c'était la complexité de la mise en œuvre de ce programme dans les 7000 collèges. Alors, peut-être que, vu que Maxime, vous êtes professeur au collège, je vais m'adresser plutôt à vous, mais c'est assez fou, qu'est-ce qui coince? Alors, il y a eu, je pense, moi je n'ai pas d'études sur le territoire, j'ai qu'une étude, moi, mon point de vue pour DPS, où il y a eu un frein de la profession aussi, de se dire, mais si on externalise les 2 heures de plus par semaine, des intervenants extérieurs, finalement, nous, à quoi on sert? Il y a déjà ça, et ensuite, il y a toute une organisation. Quand on fait rentrer 2 heures de plus de sport pour les élèves, il faut que ça s'intègre dans un projet pédagogique. Alors nous, on a voulu le mettre en place avec les élèves. Même en éducation prioritaire, on nous a dit que là c'était terminé, donc finalement tout ce qu'on avait construit et on allait le mettre en place là, ça n'a pas abouti. Voilà, donc on aurait pu faire des choses. C'est vrai que ça aurait demandé beaucoup de travail, mais bon, finalement, quand on sait pourquoi on le fait, on compte pas nos heures. Donc ça, à la limite, c'est pas très grave. Mais voilà. En fait, une fois que ça a été lancé, là, ça s'est essoufflé. Alors certainement pareil pour des questions budgétaires. Et il faut aussi lucidement se dire, vu l'état de la France, est-ce que c'est vraiment la priorité? Personnellement, je n'en ai aucune idée. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que c'est pas arrivé même en éducation prioritaire. Alors, lutter contre le décrochage, effectivement, scolaire, ça revient très souvent. Le décrochage sportif, et peut-être associer les deux, scolaire et sportif, évidemment. La question est, quand on fait une proposition comme celle-ci, les fameuses 2 heures supplémentaires au collège, en plus des 2 heures de PS, est-ce que réellement, on va attirer plus de monde ou seulement ceux qui sont déjà attirés par le sport au départ? Voilà, c'est ça la grande question. L'objectif, c'est bien d'aller chercher les enfants les plus éloignés du sport et les équipes pédagogiques. Alors, je parle pour le premier degré, les équipes pédagogiques qui sont aussi les plus éloignées du sport. Donc, c'est vraiment cet accompagnement de proximité qu'il faut réaliser en mettant en place dans une école un projet sportif qui a du sens. Et à l'UCEP, on propose des événements sportifs qui viennent en clôture d'un cycle d'apprentissage. Je donne un exemple. On a le petit tour à vélo qui permet de mettre des enfants en randonnée à vélo sur les routes. Eh bien, pour participer à ce petit tour, il faut réaliser tout un cycle d'apprentissage savoir rouler à vélo. On fait la même chose en athlétisme. En rugby, si on veut participer à la rencontre rugby, il faut qu'il y ait un cycle d'apprentissage avant. Et ça permet de recréer un dynamisme et un vrai projet sportif qui a du sens et des séances de PS qui sont associées à un événement sportif qui donne du sens. Et pour répondre aux 2 heures de sport au collège aussi,
L'objectif, enfin, l'hypothèse, c'était que les clubs sportifs pouvaient mettre à disposition des intervenants pour animer ces 2 heures de sport au collège. Et on s'aperçoit que finalement, les clubs n'ont pas les moyens de mettre à disposition aussi des animateurs qui viendraient faire du sport aux enfants après l'école. Donc, je pense que plus globalement, la question, c'est de savoir quelle vision politique on veut en France. Est-ce qu'on veut que l'activité physique vienne en complément de l'école le soir? Est-ce qu'on veut réduire le temps scolaire et donner l'occasion aux enfants de pouvoir faire du sport après? C'est tout ce réaménagement qu'il faut imaginer et pas seulement rentrer par 2 heures de sport au collège ou 30 minutes d'activité. Pour moi, ce sont des dispositifs c'est l'arbre qui cache la forêt. Oui, c'est ça, en fait, c'est repenser finalement les rythmes scolaires, et ça, on en parle beaucoup, notamment via les vacances, savoir si on doit les raccourcir ou pas, le nombre d'heures travaillées, entre guillemets, en tout cas d'apprentissage. C'est vrai que, est-ce que la France est prête pour ça, finalement, à repenser l'école, peut-être à la méthode, alors, je ne sais pas si en ce moment, c'est bon de le dire, mais à la méthode américaine, qui était de dire, finalement, on met le sport au centre de tout, les activités très fortes, mais c'est valable aussi pour les pays du Nord. Aujourd'hui, est-ce qu'en France, les parents qui sont déjà angoissés sur le niveau scolaire de leurs enfants, le niveau des savoirs fondamentaux, des maths et du français, est-ce qu'ils vont être prêts à dire on va mettre plus de sport et vous verrez, le niveau global va s'améliorer? Oui, voilà. Alors bon, on sait que de toute façon, ce sont les parents qui ont leurs enfants en réussite qui en plus leur font faire du sport parce que eux ont compris que les deux étaient et qui ont les moyens. Voilà, et ils ont les moyens et donc il faut vraiment aller chercher toute la catégorie de parents et d'enfants qui ne vont pas vers le sport de façon naturelle. Bon, il y a un enjeu de santé publique derrière ça aussi. C'est que tout l'argent qu'on va investir dans la pratique physique dès le plus jeune âge, on va le récupérer après en économie sur la santé. Parce que traiter des enfants obèses ou des enfants qui développent des pathologies, c'est très coûteux. Donc il y a vraiment un enjeu de santé publique à développer la pratique dès le plus jeune âge. Peut-être que finalement un plan général de santé des élèves, de santé à l'école, Maxime Scotty, ce serait la meilleure des solutions pour à la fois penser effectivement l'objectif santé et l'objectif éducation ensemble, et qui passerait aussi évidemment par le sport. Oui, après, il ne faudrait pas se cantonner qu'à l'objectif santé, parce que si on fait de l'EPS finalement qu'une discipline sanitaire, on se retrouve à une EPS où finalement bouger se suffirait à lui-même. Alors que derrière, il y a tout cet aspect culturel du sport qui permet justement ce développement de compétences motrices, de compétences sportives pour une intégration en tant que citoyen. Donc ça va au-delà de la santé, c'est même des questions de citoyenneté. Donc repenser l'école, c'est ultra nécessaire, ça j'en suis persuadé. Arrêter de penser qu'il faut faire plus, mais tendre vers penser à faire mieux, parce que si on fait partie des pays où il y a le plus d'heures de PS et que ça fonctionne pas, c'est peut-être parce que c'est pas le quantitatif qu'il faut voir, c'est le qualitatif. Donc voilà, après, mettre tous les acteurs autour de la table, ceux qui travaillent en dehors de l'école, ceux qui travaillent à l'école, les familles, ça va être important pour créer ce projet, mais que ce soit pas juste un projet sportif qu'un projet de PS, que ce soit vraiment un projet de société. Quel citoyen on a envie de faire, quel citoyen, avec quelle culture et à quoi sert l'école finalement. Et donc à partir de là, on pourra se poser la question de qu'est-ce qu'on fait en EPS et comment on peut se permettre de le faire mieux. Et pas toujours plus avec, comme disait Véronique, en rajoutant des dispositifs et au final on voit bien que ça ne change rien. On parlait de la culture par rapport au sport, effectivement, en France. Il y a la question des moyens financiers, il y a le pass sport, on m'a dit que le pass culture, la diminution des crédits du passeport, 75 millions dans le projet de loi de finances 2025 contre 85 millions en 2024. Ça aussi, ça va impacter. Ah oui, ça va impacter parce que... qu'on le veuille ou non, il y a un frein financier quand même à l'activité sportive. Et donc, ce passeport, c'est quand même une incitation à pouvoir faire du sport. Bon, ce qu'on déplore aussi, c'est que ce passeport ne puisse pas, que les fédérations de sport scolaire ne puissent pas bénéficier du passeport. Il est resté uniquement sur les clubs. Bon, c'est un petit peu dommage parce que je pense que le sport scolaire est une bonne entrée aussi pour aller vers la pratique sportive et la pratique sportive de club. Mais oui, toutes les initiatives qui vont permettre aux jeunes d'aller vers le sport sont favorables. J'écoutais Thomas Joly, jeune confrère d'RTL ce matin, parler de la possibilité d'établir, de créer une journée du sport le 14 juillet, probablement fête nationale, effectivement, au même titre qu'il y a la journée de la femme, la journée de... Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ?
Alors, on a déjà des événements qui jalonnent l'année. Il y a la Journée nationale du sport scolaire au mois de septembre, il y a la Semaine olympique et paralympique au mois d'avril, on a la Journée olympique au mois de juin. Ça change quelque chose de créer une journée, en fait? Alors, peut-être pas vis-à-vis des familles, parce que là, les 3 événements que je vous cite, ils sont propres à l'école et au collège. Peut-être que vis-à-vis des familles, ça peut... Nous, ce qu'on fait à l'UCEP, c'est qu'on fait des rencontres UCEP famille. C'est-à-dire que le samedi, on fait pratiquer les enfants avec les parents. Et ça fonctionne bien. Donc peut-être qu'une journée famille, je me prononcerai pas, mais... Un petit mot sur cette possibilité, éventualité, Maxime Scotty, de la journée nationale du sport, le 14 juillet. Alors, bonne ou mauvaise idée, j'en sais rien. Après, il faut se méfier toujours de ces bonnes idées comme les Jeux Olympiques où on s'attendait à ce qu'il y ait des super conséquences derrière. Faire une journée du sport, ok, pourquoi pas, mais qu'est-ce qu'on en fait avant, qu'est-ce qu'on en fait après, comment on l'exploite. Si c'est juste pour faire la fête sur un jour et que le lendemain tout le monde reparte, ok, ça aurait été un jour festif, mais sociétalement parlant, il n'aura pas servi à grand-chose. Donc, j'allais dire pourquoi pas, si on s'en sert et qu'on construit le avant et qu'on construit le après. Et ça, il ne s'agit pas juste pour l'effet d'affichage de dire il y aura une journée du sport pour penser que hop, c'est magique, coup de baguette pour que ça fonctionne. Alors la question aussi, c'est qui pense ces réformes, hein. Il y a les parents, puis il y a les enfants, il y a ceux qui veulent pratiquer les sports, puis ceux qui réfléchissent à ceux qui doivent les pratiquer. Est-ce que ce n'est pas la culture globale de tous les Français qu'il faut revoir entièrement sur le sport, plutôt que de repenser que le sport à l'école ? Très certainement, parce que quand on voit les réductions budgétaires du budget en matière de sport, on se dit oui, c'est la société qui n'a pas compris tous les bienfaits du sport en matière, je le disais tout à l'heure, en économie, santé, le coût d'économie de la santé, ça pourrait être énorme. L'insertion sociale aussi, le fait que dans la pratique sportive, tout le monde se rencontre ensemble. Il n'y a plus les barrières des origines, les barrières du statut social, tout ça tombe et les gens font des choses ensemble. Les gens s'impliquent le milieu associatif, les parents viennent aider, prennent des responsabilités et tout ça, ça contribue au lien social, au vivre ensemble. Donc le sport, c'est bien plus que simplement s'amuser sur un terrain ou développer ou bouger, comme disait Maxime. Hein. C'est tout un ensemble et c'est une vraie culture sportive qui peut amener du lien social et du vivre ensemble. On peut rappeler, pour conclure, Maxime Scotty, je sais que vous me dites que c'est pas forcément que sanitaire, mais quand même, c'est faire du sport, c'est régler les problèmes de surpoids, d'obésité, les pathologies cardio-métaboliques, le bien-être psychologique et mental. Et surtout, qu'est-ce que ça crée? Ça crée une amélioration de la concentration, on peut dire, aussi. Quoi d'autre? Ne serait-ce que apprendre comme le disait Véronique, apprendre à vivre ensemble, se construire soi-même, avoir une image positive de soi-même, apprendre à s'exprimer devant les autres. Là, les nouveaux programmes sont très axés sur les compétences psychosociales. Alors après, on apprécie pas, mais en attendant, c'est-à-dire que c'est un besoin actuel. Le sport y participe énormément pour le bien-être physique, pour le bien-être social, pour le bien-être mental. Il y a tous ces bienfaits-là et c'est pour ça. Alors, si on ne doit pas en faire juste un objectif sanitaire, il ne faut pas oublier quand même que ça a ces bénéfices-là. Il ne faut pas rester centré que là-dessus. Merci à vous deux d'avoir participé au Grand JT de près comme de loin. Véronique Moreira, merci, présidente de l'UCEP, et Maxime Scotty, professeur agrégé d'EPS. Merci à vous deux. On va marquer une courte pause dans le Grand JT et on se retrouve tout de suite. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je ne me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs,
Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était 2 objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire 1, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Emmanuelle Friedman, bonjour. Bonjour. Vous êtes autrice et Céline Bayeux, bonjour. Bonjour. Mais vous êtes illustratrice, bonjour, merci à toutes les deux d'être là pour cette bande dessinée La tête dans les nuages, quand le TDAH s'invite à la maison. C'est aux éditions Soleil. Merci d'être là pour parler, bien sûr, et vous l'avez compris, de TDAH, ce trouble que vous allez toutes les deux nous définir, mais surtout pour nous raconter finalement votre histoire, Céline, car je crois, Emmanuelle, vous avez eu envie de raconter cette histoire qui vous a touché. Exactement. Alors, c'est vrai que j'aimais beaucoup les dessins de Céline. Donc, on s'est rencontrés, on a évoqué la possibilité de travailler ensemble. Et Céline m'a parlé de sa fille Anaïs. Et on a eu très envie de raconter l'histoire d'Anaïs et de Céline ensemble. Voilà, Céline, donc Anaïs qui a un TDAH. Et très vite, on a décidé de raconter cette histoire ensemble. On va peut-être rappeler, si vous le voulez bien, avant que vous nous racontiez votre quotidien et la découverte de ce fameux trouble, ce que est un TDAH. Alors, c'est un trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce qui veut donc dire vraiment la tête dans les nuages, je pense que ça résume bien ce qu'est le TDAH. C'est vraiment beaucoup de pensées intrusives en permanence, une difficulté à se concentrer. Pour les hyperactifs, une difficulté à bouger, mais l'hyperactivité peut être aussi cérébrale, donc vraiment le cerveau qui palpite tout le temps, et vraiment difficulté d'être focus sur quelque chose, quoi. Alors, c'est vrai que raconter l'histoire, et on va encore y venir, à ce que c'est au quotidien, mais raconter l'histoire finalement à la fois Céline, une femme qui vous touche, qui est illustratrice, donc vous connaissez les dessins, l'illustration, mais raconter l'histoire, comment on fait finalement pour s'approcher au plus? Vous saviez ce que c'est que ce déficit au départ? Alors oui, j'en avais beaucoup entendu parler. J'avais autour de moi alors moi j'ai 2 enfants et autour de moi il y avait des camarades à eux qui avaient été diagnostiqués avec un TDAH et mes enfants bougent énormément. Donc on se pose parfois cette petite question aussi. Donc oui, j'ai été sensibilisée à cette question-là. Et puis après, Céline m'a raconté un petit peu comment se passait son quotidien, les doutes qu'elle avait, les angoisses qu'elle pouvait avoir, en même temps la créativité de sa fille, les côtés positifs, les côtés négatifs, sa vie au quotidien. Assez vite, j'ai rencontré Anaïs. On avait fait une réunion avec nos 4 enfants. Donc, on s'est vite rencontrés. Et en fait, après, moi, je suis autrice. C'est mon métier de raconter des histoires. Ouais. Donc, très vite, j'ai imaginé et j'ai entendu tout ce qu'elle m'avait raconté, des petits détails. Et puis voilà, le scénario s'est écrit. De temps en temps, quand j'avais des doutes, j'appelais Céline. C'était plus trié et chronologique qui était difficile à faire qu'autre chose. Oui, parce que finalement, être atteint de TDAH, ou en tout cas vivre avec un enfant TDAH, c'est finalement un scénar en lui-même, parce que c'est le parcours du combattant. C'est horrible.
Vous l'aimez, votre enfant, mais vous voulez dire que le parcours du combattant... Le quotidien est très pesant, c'est-à-dire qu'il repose sur les épaules des enfants atypiques. C'est lourd, en fait. Ils n'ont pas une jeunesse comme ils devraient l'avoir. Il n'y a plus d'insouciance. En fait, tout est un poids. Donc l'école, c'est un poids. La maison, c'est un poids. Tout ce qu'il y a à faire, les contraintes au quotidien à gérer, c'est très compliqué. Et du coup, bah oui, ça tourne vite en enfer, quoi. Et alors, le fait, c'est que le pire, si je puis dire, au début, c'est le démarrage, c'est de savoir ce qui se passe, en fait. C'est de le déceler, le diagnostic. Quand vous avez moi, ça s'est vraiment passé comme dans le livre, hein, pour le coup. Quand vous avez une maîtresse qui vient vous dire qu'à 5 ans, votre fils, ça va pas du tout à l'école, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve un enfant qui va pas bien à l'école. Voilà, à 5 ans, ouais, c'est sûr que c'est en moyenne section, quoi. Oui, grande section. Ouais. Voilà. Et que le CP va vraiment être très compliqué, quoi. Alors, c'est vrai que le CP s'est avéré très compliqué. Et là, on a eu affaire à une maîtresse un peu plus attentive qui nous a dit, voilà, allez voir un psychomotricien parce qu'elle a du mal à tenir son crayon. Puis après, de fil en aiguille, on arrive à mettre un mot sur ce qui se passe. Et après, il faut apprendre à vivre avec, en fait. Oui, c'est ça, apprendre à vivre avec. Une fois que le diagnostic est posé, de nombreux spécialistes, c'est ce que vous racontez bien sûr aussi au travers de cette bande dessinée, Dans la tête dans les nuages, hein, je le dis aux éditions Soleil. Emmanuel, c'est ça, c'est de raconter tous ces rendez-vous qui sont éprouvants, quoi. Alors les rendez-vous sont très éprouvants parce que finalement c'est une succession de rendez-vous pour avoir un diagnostic, et puis aussi ça impacte la vie de la famille, ça impacte la vie de la maman qui travaille. C'est souvent les mères qui sont dans cette disposition, donc c'est souvent les mères qui travaillent moins, qui déplacent leurs rendez-vous, qui se débrouillent pour être avec leur enfant, donc ça a un impact énorme sur l'activité de la maman et puis sur le reste de la famille, parce qu'il faut aussi dire que les frères, les sœurs ont aussi moins d'attention. Voilà, donc oui, c'était important de montrer ça, et puis de montrer qu'effectivement les rendez-vous, on les avait pas forcément à 18h ou à 19h, hein, mais des fois vraiment en pleine journée. Et puis alors, il y a effectivement ce quotidien que vous racontez, qui est assez compliqué, et puis surtout le regard des autres. Finalement, les gens ne comprennent pas ce qui se passe, ne sont pas au courant, personne ne connaît vraiment ce qu'est ce trouble de l'attention. Quand on vous décrit comme ça le trouble de l'attention, c'est une difficulté à se concentrer, c'est l'art de procrastiner. On est tous un peu comme ça, quand ça ne nous intéresse pas, on a du mal à se concentrer, on remet facilement. Donc on se reconnaît tous en fait dans ce trouble, sauf que le TDAH, vous avez vraiment un handicap au quotidien, ça vous pourrit la vie du matin au soir en fait. Et donc j'oublie la question. Non, mais c'est ça, c'est le regard des autres en fait. La complexité, c'est qu'en fait, on en parle assez peu. Heureusement, on est là pour le faire, mais on en parle assez peu, donc c'est assez méconnu. Et souvent, quand c'est pas clairement diagnostiqué avec j'ai été voir un médecin, les choses sont claires, ma fille est atteinte d'eux, et bien très souvent, les gens se disent bon, il n'est pas concentré, il pourrait faire un effort. C'est ça. Et puis, à l'école, vous voyez, on vous met des choses en place. Par exemple, l'enfant ne va plus écrire. On va lui fournir des polycopiés. Moi, je vois très bien. On va donner à ma fille 15 polycopiés, puis on va lui dire maintenant tu les colles dans ton cahier. Mais du coup, en fait, elle va mettre 1 heure à les coller parce que les polycopiers sont pas numérotés, machin. Puis au final, elle suit rien. Mais ce que vous voulez dire alors, c'est que les professeurs, que les maîtres d'école essaient, mais en tout cas ne sont pas adaptés aussi pour ce suivi-là. D'où l'importance des AESH. Ils sont très peu formés. C'est un problème d'ailleurs. De toute façon, l'école est quand même faite majoritairement pour ceux qui vont bien. Voilà, pour ceux qui vont bien, pour les petites filles qui bougent pas, et pour tous les autres, les petits garçons qui bougent, les enfants qui sont 10, ou qui simplement ont la bougeotte ou ont du mal à rester assis, et évidemment les gens qui sont diagnostiqués aussi TDAH, ça devient très très compliqué. Ouais. Et il n'y a pas assez d'AESH. Voilà, c'est très compliqué d'en obtenir. C'est ce qu'on montre dans le livre pour la petite Anaïs. Exactement. 6 mois plus tard, après 8 rendez-vous chez la neuropsy, 18 chez la psychomote et 14 chez l'ortho, ça suit. Et là, on voit les 2 parents qui sont là, il y en a un qui baille. Bon, c'est le père. Bon, clin d'œil. Et l'autre, et la mère qui n'en peut plus, quoi, qui perd le dessus. Mais c'est aussi ça, c'est votre quotidien. Bah oui. Bon, alors maintenant, ça s'est tassé un petit peu parce qu'elle a grandi, mais oui, les débuts, c'est... Il y a aussi les débuts avec les médicaments. Ouais. Vous l'avez vécu ? Ah oui, on nous a annoncé qu'il fallait qu'elle prenne un traitement. Donc là, moi, ma fille a été diagnostiquée il y a plus de 10 ans, donc on était en 2015. Ouais. Donc en 2015... c'est de la Ritaline ? On a commencé par un dérivé, une autre molécule, mais voilà, on les a toutes faites, de toute façon, les molécules. Oui, donc on vous annonce que votre fille doit prendre un traitement, donc vous lui donnez, quoi. Et aujourd'hui, il y a plus de... c'est pas forcément systématique. Moi, à l'époque, c'était automatique. Donc oui, on lui a donné un traitement et elle a décidé de l'arrêter. Elle était en 5e.
Donc elle a eu... Et ça a complètement changé quand même à partir du moment où il y a un diagnostic, à partir du moment où elle a été effectivement sous ces médicaments-là. Et puis avec le temps, avec la maturité peut-être, est-ce que maintenant elle se sent un peu mieux et vous aussi? Non. Ça va pas forcément mieux. En fait, l'école, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, donc elle va avoir 16 ans. L'école, quoi qu'il arrive, n'est pas adaptée. Donc elle essaye de s'adapter. Elle fait du mieux qu'elle peut. En revanche, elle n'est pas adaptée à ce système, donc c'est compliqué. Voilà. Emmanuel Friedman, quand vous racontez cette histoire, même si vous connaissiez déjà effectivement cette préoccupation, j'imagine que vous êtes interrogée en tant que maman, en tant qu'autrice aussi sur ces sujets-là, vous racontez, donc vous scénarisez finalement une histoire déjà vécue, qui est toujours vécue. Qu'est-ce que vous avez appris sur à la fois peut-être les enfants, l'école, le regard sur ces troubles? Peut-être simplement la difficulté de se faire accepter quand on est un peu atypique. Bon, c'est quelque chose que la plupart des enfants ressentent. Ils ont toujours l'impression qu'ils ne correspondent pas à ce que l'école leur demande, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment difficile parce qu'on leur demande de faire leurs devoirs, de travailler. Mais le côté créatif, il est très absent de l'éducation. Créatif, et puis l'importance, en l'occurrence, dans cette bande dessinée, des animaux. Il y a le Poney Club, il y a les chevaux. Et donc Anaïs développe, c'est une réalité en fait, pour Anaïs, voilà, développe effectivement un attachement profond pour cette activité. Mais aussi pour l'animal, ce rapport effectivement. C'est surtout l'animal plus que l'équitation. Donc elle est partie là en école où elle peut apprendre vraiment le métier, le métier, en tout cas apprendre l'univers du cheval, et c'est ce qui la motive le plus, de toute façon. Ce lien, il est très joliment décrit justement dans la bande dessinée, ce lien très fort effectivement que développe. Souvent on dit que c'est pour les enfants, voilà, quand on adopte un chien, un chat, enfin, ou qu'on se lie d'amitié entre guillemets avec son poney. C'est un peu ce que vit Anaïs, et on voit le développement aussi cognitif qui est très fort grâce à cela. Souvent, c'est vrai, c'est peut-être une banalité de le dire, mais le contact avec les animaux, c'est très fort. Enfin, je veux dire, l'animal, lui, il est toujours de même humeur, il vous trahit pas. Voilà, c'est vrai que ça rend quand même les choses presque très humaine, quoi, d'avoir un contact avec un animal. Un cri du cœur, vous l'avez dit, le fait que l'école ne soit pas adaptée effectivement pour les enfants dits différents. On parle souvent des 10, on parle effectivement des enfants atteints de troubles de l'attention ou autres, troubles de la concentration. Et puis aussi ces enfants qui sont atteints de handicap. C'est vrai que ça fait beaucoup d'enfants, du coup, qu'on sent un peu en marge ou exclus finalement naturellement de l'école. Est-ce que c'était aussi ça que vous voulez faire passer ? Oui, moi je pense que ce qu'on voulait faire passer, c'était ça. C'était vraiment l'idée aussi de dire... c'est pas forcément les enfants qui sont si atypiques que ça, c'est peut-être l'éducation qui est pas forcément adaptée, quoi. C'est vraiment de dire peut-être que... Alors après, je jette pas du tout la pierre aux enseignants, ils font vraiment tous, la majorité fait comme ils peuvent, et aussi bien qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont, voilà. Mais peut-être de voir une école un peu différente, qui serait un peu comme en Norvège, peut-être un peu plus ouverte, un peu plus où il y aurait peut-être un peu moins de cours, et où on laisserait un peu les enfants s'épanouir dans une espèce de créativité. L'épanouissement, en fait, peut-être se baser davantage là-dessus que sur l'apprentissage pur et dur. Sur leur temps à eux, sur leur développement à eux, et pas quelque chose d'imposé. Voilà. Merci à toutes les deux d'être venues dans le Grand JT pour nous parler de La tête dans les nuages, cette bande dessinée que je vous recommande vivement, édition Soleil, quand le TDAH s'invite à la maison. Je vous recommande de le lire, que vous soyez atteint ou pas, que vous connaissiez des enfants ou pas atteints de TDAH. C'est bien écrit, c'est marrant, les illustrations sont top. Bravo, Emmanuel Friedman et Céline Bayeux. Merci. Merci beaucoup. On va tout de suite retrouver Louisa pour sa chronique. Louisa, dans votre chronique aujourd'hui, vous nous emmenez en Serbie où les étudiants font entendre leur voix depuis presque 3 mois maintenant afin de dénoncer les dysfonctionnements de l'État. En effet, Virginie, direction la Serbie où les étudiants manifestent depuis novembre dernier contre la corruption et le capitalisme dans leur pays. Il s'agit là d'un des mouvements les plus importants depuis 1968. Alors pour comprendre cela, il faut remonter au 1er novembre dernier où l'auvent de la gare de Novi Sad que l'on voit en photo s'est effondré alors qu'il venait d'être rénové, ce qui coûte à la mort de 15 personnes. Pour les étudiants, cet événement, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et qui s'est ajoutée à des problématiques déjà existantes comme les affaires criminelles ou encore le contexte économique.
Mais l'effondrement de cette gare a surtout fait dire une chose aux étudiants, c'est que la corruption tue et c'est tout là le problème. De plus, en plus des étudiants qui manifestent, c'est toute la société qui s'est joint au mouvement. On retrouve les agriculteurs, les clubs de motards, les taxis et il y a même les retraités, les personnes âgées qui tapent dans les casseroles. Alors tous ont rejoint le mouvement, manifestent presque quotidiennement dans les rues et dénoncent la corruption et le manque de contrôle et de surveillance des grands projets de construction dans le pays. Grands projets qui ont été initiés par le président Aleksandar Vučić qui est au pouvoir depuis 2014. Alors la teneur des manifestations, c'est quoi exactement? Alors les jeunes et les étudiants sont très organisés, déterminés. Ils manifestent à pied, à vélo, sur des embarcations ou encore sur des tracteurs. Alors ils sont fatigués, pourquoi? Eh bien parce qu'ils manifestent dans le froid. Mais selon les reportages et les articles que l'on peut lire, ils gardent le sourire. Alors comment s'organisent les étudiants? Quelle est la teneur de ces manifestations? On va écouter la journaliste Tara Mirković qui s'est rendue en Serbie et témoignait dans un podcast de France Culture. La manière dont les étudiants sont organisés, c'est vraiment un exemple de démocratie directe très radicale. Donc c'est des assemblées en fait où toutes les décisions, des choses de tous les jours on va dire, à l'organisation vraiment de la grève générale, qui sont en fait des décisions qui sont votées dans ces assemblées où chacun peut s'exprimer. En fait chacun parle à un temps de parole devant l'assemblée. C'est des rassemblements qui sont non violents et malgré en fait des pressions certains des hooligans ou des personnes en tout cas qui sont des individus en fait qui sont payés par le gouvernement pour venir créer un peu de désordre. En fait, les étudiants restent calmes. Des manifestations donc bien organisées et dans le calme. Mais parmi toutes ces manifestations, deux ressortent. Les journées de mobilisation les plus importantes, on a à la fois une marche de près de 80 km où les étudiants ont relié Belgrade à la gare de Novi Sad, c'était donc une marche symbolique, et une deuxième manifestation importante, c'est un blocage de 24 heures sur un nœud routier, principal échangeur de Belgrade. L'objectif des étudiants et de la population, c'est de faire la lumière sur l'effondrement de la gare de Novi Sad. Mais si depuis la France, il est difficile de se rendre compte de l'atmosphère, de ce qui se passe là-bas, je vais vous lire un témoignage d'un journaliste croate, Tomislav Kukek, qui dans un reportage disait, je cite, « Les étudiants, les lycéens, les jeunes revendiquent un changement fondamental. Ils aspirent à un monde nouveau et meilleur, sans nationalisme, sans malhonnêteté, sans violence. Mais si leur message n'atteint qu'une personne sur 10 en Serbie, en Croatie ou ailleurs dans le monde, ils auront fait plus que tous les hommes politiques réunis des Balkans au cours des 50 dernières années. C'est pourquoi les générations plus âgées les regardent, les larmes aux yeux. » Alors à date, quelles sont les conséquences de ces manifestations? Alors il y a eu la démission du Premier ministre, mais aussi du maire de Novi Sad. Tout ceci ne suffit pas pour les étudiants. D'ailleurs, ils disent qu'ils resteront dans les universités pour les bloquer jusqu'à ce que leurs demandes soient satisfaites. Et en parlant de leurs demandes, elles sont très claires. Ils les ont listées. Ils demandent la justice pour les 15 morts dans l'effondrement de la gare, mise à disposition des documents officiels concernant la rénovation de celle-ci, l'arrestation des individus qui auraient violenté les étudiants et les professeurs depuis le début des mobilisations. Ils demandent également la fin des poursuites à l'encontre des étudiants arrêtés et enfin une augmentation de 20% du budget de l'enseignement supérieur. Alors pour conclure très rapidement, les étudiants ne demandent pas la chute du régime mais simplement un avenir meilleur pour eux et les prochaines générations. Merci beaucoup Louisa. Tout de suite on va retrouver le meilleur de School TV avec le ZAP. Saladine Ali, en 2010, vous avez créé Eureka Je réussis à Goussainville. Quel constat initial vous a poussé à fonder cette association? Alors, pour être encore plus exhaustif sur Eureka, on est sur une fondation réalisée par 2 lycéens. Plus que Saladine et moi-même, qui étions à l'époque étudiants, qui avaient besoin de cette structure et de cette création. C'était Marwan Chamaki et Kader Berekla, 2 lycéens qui ont fondé cette association en 2010 sur le territoire de Goussainville, dans le Val d'Oise, à côté de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et le constat était simple, il n'y avait pas de structure pour recevoir du tutorat scolaire. Tutorat scolaire, soutien scolaire ou aide aux devoirs. On a essayé tous les formats chez Eureka. C'est passé par du soutien scolaire chez les familles, enfant par enfant, du soutien scolaire directement dans nos locaux associatifs, du soutien scolaire par petits groupes dans les locaux de la ville, et c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui dans les locaux de la municipalité de Goussainville et qui on est en bon terme et avec qui on travaille très très bien. Et aujourd'hui, ces 2 fondateurs font encore partie pour bien... C'est toujours des bénévoles de l'association. Ok, très bien. Marwan Chamaki, toujours aussi investi dans le territoire car il est devenu élu à la politique de la ville à Goussainville. Et Kader Berekla, lui aussi, non pas élu, mais cette fois directeur général de l'urbanisme à Goussainville.
Donc les jeunes de Goussainville sont des jeunes très attachés à leur territoire et c'est pour ça Mais tous les deux, vous êtes là depuis la jeunesse de l'association. Tout à fait. Axel Dreyfus, alors vous êtes le cofondateur de cette école référence dans le domaine de la cybersécurité qui s'appelle l'école 2600. Je veux bien que vous nous présentiez d'abord cette école pour celles et ceux qui ne la connaissent pas et surtout pourquoi ce nom, école 2600 ? Parce que là, comme ça, on a du mal à imaginer ce que ça veut dire. Alors, déjà, nous sommes installés dans les Yvelines, notre fief de Montigny-le-Bretonneux. Donc, c'est une école qui a ouvert le jour en 2021. C'est une réflexion qu'on avait initiée à l'époque où je collaborais au laboratoire de sécurité d'EPITA en 2007 avec l'un de mes cofondateurs, Lionel, qui en était le président. Alors, l'origine du nom, finalement, c'est une référence à plusieurs pirates informatiques, dont John Draper, qu'on appelait Captain Crunch, qui faisait partie de ce qu'on appelait les freakers, qui étaient les personnes qui faisaient des attaques finalement de centraux téléphoniques pour pouvoir appeler gratuitement. Et en fait, il avait réalisé qu'avec une fréquence de 2600 Hz, on pouvait aujourd'hui appeler gratuitement n'importe où dans le monde à travers un combiné de téléphone AT&T. Et donc aujourd'hui, ça a été le début du freaking. Et on avait 2 jeunes personnes donc qui ont financé la création de leur société en commercialisant sous le manteau un boîtier qu'on appelait la Blue Box, qui mettait une fréquence de 2600 Hz. C'était Steve Jobs et Steve Wozniak. Et on peut dire que Apple a été financé finalement par des activités illicites. Ouais, c'est ça. Et on a un magazine qui s'appelle 2600 Magazine qui existe depuis plus de 30 ans aujourd'hui, qui est un fanzine consacré à la scène du hacking au Suez. Donc c'est une manière de rendre hommage aux personnes qui nous ont précédés. L'école 2600, alors vous avez combien d'étudiants aujourd'hui ? Alors à date, on a 350 élèves. On se prépare à accueillir nos prochaines rentrées à la fois d'étudiants en master, mais aussi de bachelor, parce qu'on a le plaisir d'ouvrir notre première promotion de bachelor. Et je pense qu'on sera 450 élèves l'année prochaine, avec l'année dernière plus de 2320 candidats et un taux de sélectivité qui est inférieur à 8%. C'est la relation la plus longue d'une vie. Elle peut durer 80, 90 ans, selon l'espérance de vie. Et c'est une relation aussi qui est hors norme sur d'autres plans. Par exemple, c'est une relation qu'on appelle émotionnellement désinhibée. Il se passe plein d'émotions fortes, positives, négatives. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est aussi une relation avec un lien indestructible. Alors, si demain, on se dispute avec notre frère, on tape notre sœur, elle restera notre frère ou notre sœur. Et donc, du coup, le lien ne peut pas se détruire parce qu'il est biologique, il est inné. Donc ça fait une relation qui est effectivement extrêmement particulière. Inaliénable. Alors en règle générale, on va quand même vendre la mèche, c'est plutôt bien d'être dans une fratrie. Il y a plein d'études qui montrent qu'il y a une synergie très particulière qui se tisse entre frères et sœurs a des effets favorables. Alors notamment, on est sur School TV en matière d'apprentissage par exemple. En matière d'apprentissage, effectivement, on voit que les aînés ont un rôle qu'on appelle de facilitateurs cognitifs avec les plus jeunes, qui peuvent apprendre aux plus jeunes. Et même quand ils lisent aux plus jeunes, l'aîné lit au cadet, il y a un rôle de synergie où le plus grand va aussi mieux apprendre à lire, mieux apprendre à écrire quand il peut enseigner aux plus jeunes. Donc enseigner aussi, ça permet d'être favorable sur l'autre plan. Est-ce que vous répondez aussi peut-être à un manque du système éducatif en l'état, compte tenu de ces jeunes sur ce territoire particulièrement? Alors moi, comme j'aime le répéter, on n'a pas la prétention de remplacer l'éducation nationale, on juste proposé quelque chose de différent. Donc c'est pour ça qu'on parle souvent, on dit que Eureka, c'est une association de jeunes complémentaire. Pour des jeunes, exactement. Et c'est un peu un autre aspect des tutorats, un autre aspect de l'accompagnement qu'on veut donner aux jeunes, parce que c'est plus simple de recevoir des cours d'un élève, d'une personne de 22-23 ans, avec qui on s'entend bien, que de recevoir des cours peut-être d'un professeur ou un cours magistral. Nous avons même fait le choix à l'époque d'Eureka de donner ces tutorats, ces sorties, ces événements d'orientation uniquement le week-end. On travaille uniquement le samedi et le dimanche pour compléter ce que le jeune reçoit du lundi au vendredi. Quelquefois, on organise des choses en soirée, mais 99% de nos actions ont lieu le samedi et dimanche et pendant les vacances scolaires. On a eu la chance de travailler dans le cadre de la cité éducative aux intensifs brevets, baccalauréat. L'année du Covid a travaillé du mois de juillet, du 19 mars 2020, à l'époque où le président Macron a fait l'annonce du confinement, du 19 mars jusqu'au 31 août, à faire des tutorats aux jeunes pour qu'ils puissent réaliser une rentrée pour la rentrée 2020-2021 dans de bonnes conditions. On parle beaucoup là, des enjeux de cybersécurité, etc., du nombre d'élèves et d'étudiants que vous avez. Vous avez beaucoup de filles aussi dans le secteur? Alors malheureusement, pas assez. Ouais. Je pensais au sujet. Alors déjà, j'ai eu la chance, c'est que j'ai remis les diplômes de ma première promotion et mon major est une fille. Voilà. Je ne vais pas donner son prénom parce qu'elle travaille dans un service de l'État. On dira rien. Mais c'est une fille brillante. Non, pas assez. Je pense que ce qui serait intéressant finalement, c'est... Je reviens à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, quand on essayait de casser le chiffrement aujourd'hui d'une machine qu'on appelait Enigma, qui permettait finalement la communication aujourd'hui entre les forces nazies. Ils ont cassé le chiffrement aujourd'hui à travers une équipe de cryptographes.
qui avait été réunie à Londres. Ouais. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la manière dont ils ont sélectionné, c'était en faisant passer des puzzles aujourd'hui, des énigmes dans la presse britannique. Et les gens qui étaient capables de résoudre l'énigme aujourd'hui étaient contactés par les services de renseignement allemands, anglais, pardon, excusez-moi, pour qu'ils puissent rejoindre aujourd'hui les équipes de crypto. Et ce qui est très très drôle, c'est que 80% des gens qui répondaient étaient des femmes. Et à l'époque, aujourd'hui, des femmes, aujourd'hui, services de renseignement, mathématiques, aujourd'hui, elles étaient plutôt des femmes ouvriers. Ouais. Donc finalement, une grande partie du travail qui a été fait aujourd'hui pour casser le chiffrement, aujourd'hui, a été fait par des femmes en Angleterre. Donc c'est quand même un premier exemple de collaboration. Donc moi, j'ai envie finalement de dire que les filles aujourd'hui excellent dans ce domaine-là. Ouais. Moi, je pourrais même vous dire aujourd'hui sur d'autres cas de figure, on est assez proche du GIGN et mes copains au GIGN me disent que souvent les équipes de filature mâles du GIGN se font généralement toper aujourd'hui par les mecs d'en face. Ah ouais. Une équipe de filature femme s'est jamais fait choper là. Hyper discrète. Ah oui, c'est ça. C'est très bon pour la compréhension d'autrui. Oui, en fait... Grâce aux engueulades. Grâce aux disputes, exactement. Tu sais, quand on est parents, on voit nos enfants se disputer, on se dit vraiment encore une dispute. En fait, ils apprennent. Ouais, c'est chouette. Ils apprennent. La cellule fratrie, c'est vraiment une cellule de laboratoire social où ils apprennent à être en interaction. Quand ils se disputent, ils apprennent à être en compromis, ils apprennent à comprendre l'autre, ils apprennent à se dire, voilà, quand donc on arrête de s'énerver, on les regarde et on se dit, mais continuez mes petits-enfants, vous êtes en train d'apprendre des trucs. on devrait laisser réguler leur conflit plus, ouais, c'est ça. C'est un anti-stress aussi. Oui, alors en fait, en cas d'adversité, en cas de, par exemple, de séparation, de divorce, de déménagement, la figure d'attachement relais pourrait être justement le frère ou la sœur. Et on voit qu'il y a moins d'impact sur l'enfant en termes de santé mentale, moins de stress, moins d'anxiété, moins de dépression, moins de risques en tout cas, quand il y a un frère ou une sœur. Parce qu'ils se parlent, parce qu'ils s'épaulent. Parce que c'est un noyau en fait. Parce qu'il ou elle est toujours là. Il et elle est toujours là, parce que famille ne disparaît pas. Ouais. C'est bon pour la santé physique. Alors pareil, quand vous l'expliquez, on se dit bah oui, elle a raison, mais en fait, on n'y pense pas. C'est très étonnant. En fait, on voit, alors c'est vraiment des tendances générales de population, c'est des statistiques. On voit que quand on est frère et sœur, on a tendance à plus bouger, à faire plus de jeux moteurs, plus de je te chatouille, je te cours après. Les parents ne courent pas après leurs enfants dans le salon, c'est rare qu'on se donne autant à fond. Donc effectivement, on voit que ça diminue le risque d'obésité et même d'hypertension. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Romain Luc, le son Saïd Mamou, Laure Edmond au maquillage, Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Merci également à Louisa pour le JT et la chronique. On vous retrouve vendredi, tout à fait. Mais en attendant, bonne soirée à tous et à demain. Ciao.